bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Voici les titres. Suspension des opérations foncières dans différentes zones entre Dakar et Saint-Louis. La mesure vise à faire face à la spoliation foncière. Une suspension de 3 mois dans 11 zones. On vous livre les détails dans cette édition. Et puis hier, la direction générale de la Sénélec était en atelier d'échange et de partage, surtout pour communiquer sur le système Woyofal et son mode de tarification. La posture est compréhensible puisque beaucoup de consommateurs le méconnaissent. Mamadou Dian a fait ce constat. Ces derniers lui ont confié leurs inquiétudes. Et puis les charretiers sont interdites de circuler dans la zone d'influence du bus rapide transit. Une décision du préfet de Dakar pour rendre plus fluides les déplacements. Cela dit, elle se heurte à un refus des concernés. Les charretiers invitent l'autorité autour d'une table de négociation. Et puis les résidents de la cité Keur Gorgui n'en peuvent plus. Ils souffrent du mauvais état des routes qui traversent leur zone. Leur cri du cœur dans cette édition. Bien le bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée. D'abord ce drame à Touba, un jeune talibé du nom de Babacar Thiam, âgé de 14 ans, est mort noyé dans le bassin de Yonou Darou Rahman. Le corps sans vie a été repêché par les éléments des sapeurs-pompiers et acheminé à l'hôpital de Ndamatou. Une information que nous allons naturellement suivre pour vous, chers téléspectateurs. Et puis je vous en parlais en début de journal, suspension de toutes les opérations foncières dans différentes zones entre Dakar et Saint-Louis. Il s'agit d'une nouvelle mesure prise par le gouvernement pour faire face à la spoliation foncière, une décision qui va courir pour une période de 3 mois. La note de service signée par le colonel Amadou Ousmane Ba, directeur général de la direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol, a été rendue publique aujourd'hui. Ils sont concernés par la mesure les zones ci-après, lotissement BOA, lotissement Hangar Pèlerin, lotissement Recasement 2, aéroport Dakar, lotissement Aigbos sur la VDN à Dakar, lotissement Éogène 1 et Éogène 2, site de batterie à Yoff, le site de Thermo Sud Wakam, pôle urbain de Diaksao Bambilor sur le TF 11651/R, pôle urbain de Déni sur le TF 14337/R, le site de Pointe-Sarène pour la zone Orsapco et enfin le lotissement de Ndioben Gandiol sur le TF 138 à Saint-Louis. Et puis retenez que beaucoup de consommateurs ne comprennent pas le système de tarification des compteurs Woyofal. Le débit de consommation peut parfois provoquer une crise cardiaque, confie-t-il. Toujours est-il que ces Sénégalais rencontrés préfèrent le Woyofal au système classique. Ils interpellent ainsi les autorités sur une baisse des coûts de l'électricité dans ce reportage signé Mamadou Dian. Boubacar Diallo a demandé un compteur Woyofal pour sa nouvelle quincaillerie à Castor. Dans ce magasin où il ne passe que le jour, le quincailler n'a pas besoin de recharger une grosse somme, dit-il, pour le courant de sa quincaillerie. C'est un consommateur de première tranche. Je suis là le jour, je recharge juste 5000 francs. Ça peut durer. Une seule, des lampes restent tout le temps allumées. Les 5000 francs, je peux les consommer en 3 semaines. Tout le contraire à la maison où la facture est salée selon lui. Le nombre de kilowatts monte en flèche. À la maison, les 10 000 francs ne peuvent pas rester 3 semaines. C'est rapidement épuisé. Parfois, on ne comprend même pas. Affirmatif pour Ousseynou Paylay, père de famille. Dans sa maison à Castor, ce chef de famille ne comprend pas sa consommation. Parfois, le débit de la consommation est acceptable. Il dure quelques jours. Parfois, c'est étonnant et pour le même montant, rechargé. Une autre fois 5000. Consommation. Il préfère tout de même le compteur Woyofal qu'au système classique.
moo ma gën a arrangé quoi pour mën a mieux gérer xam nga consommation bi quoi. yenn saa yi bon bu marché neexul di nga dugg ay 3000 ay 5000 yu demee noonu quoi. Pendant ce temps, le préfet de Dakar interdit la circulation des charrettes. C'est surtout sur l'ensemble du corridor et de la zone d'influence du bus rapide transit. Ceci pour rendre plus fluides les déplacements sur ces voies. Les principaux concernés, c'est-à-dire les charretiers, se montrent réfractaires. Ils invitent l'autorité administrative autour de la table de négociation pour une solution consensuelle. Le reportage à Grand Dakar avec Abraham Poulpouya. La zone A, côté Grand Dakar, près du jardin public, est le point de convergence des charrettes. Briques, béton, sable, ciment et même de l'eau sont transportés. Les charretiers n'arrivent toujours pas à comprendre cette mesure. Nous savons tous que le BRT est un moyen de transport très important et pour tous les Sénégalais. Mais n'oublions pas aussi que la charrette est notre travail et nous permet de gagner notre vie et de gérer nos familles. Installés à côté du BRT pour se rendre de l'autre côté à la zone B, ces charretiers sont obligés de faire le tour. Nous n'avons pas le droit de traverser la ligne du BRT pour aller à la zone B. Il faut faire le tour. Nous n'avons jamais eu de problème avec les autorités. Et pourtant, c'est une mesure difficile à comprendre. Pour trouver des solutions, ils prônent un dialogue avec l'autorité préfectorale. Nous sommes venus à Dakar pour le travail et rien d'autre. Je demande juste aux autorités de discuter avec les acteurs pour trouver des solutions. Pour l'application de ces mesures, les acteurs demandent un délai raisonnable pour mieux s'adapter. Avec l'application des mesures, l'autorité doit donner un délai pour nous permettre de nous adapter. Un arrêté préfectoral interdit les charrettes sur des axes du BRT. Une décision pas du goût des charretiers. Ils demandent des mesures d'accompagnement. Non loin, à la cité Keur Gorgui, les habitants ne parviennent plus à maîtriser leur mécontentement. Exaspérés, ils le sont de voir les rues qui traversent leur zone en très mauvais état. Pendant l'hivernage, ils constatent que les choses deviennent de mal en pis, une situation que même les usagers de la route déplorent. Ils lancent ainsi un appel d'urgence à l'État du Sénégal dans ce reportage signé Aïssa Touka. Les habitants de la cité Keur Gorgui n'ont pas hâte d'accueillir la pluie. Non, da nga koy dund bu métti c'est quoi fii moom cité Keur Gorgui da nga yaakaar sax cité bu am 50 ans la wala 40 ans assainissement zéro. Altine Dieye part au travail. Il ne cache pas sa désolation quand on évoque le manque d'assainissement. Il ajoute que l'état déplorable des rues à la cité Keur Gorgui ne date pas d'aujourd'hui. Bu xasee taw da ngay def ay grand tour on dirait que ndox mi jóge bi ba Wakaam sax. On souffre pendant l'hivernage. Le manque d'assainissement dans ce quartier nous rend la vie dure. Ça nous empêche de travailler. Ça bloque la circulation et on est toujours obligé de porter des sandales. Je n'ai vraiment pas hâte que la pluie tombe. Pour cette vendeuse de parfums, l'eau de pluie qui stagne devant les immeubles lui rend la vie dure. C'est vraiment compliqué. Moi, je passe la journée ici, mais je n'ai pas envie que la pluie tombe. Les eaux bloquent la circulation. On est obligé de faire un grand tour pour arriver à destination. Il faut que l'État fasse quelque chose. Nous ne pouvons plus supporter le manque d'assainissement. Ce conducteur de taxi nettoie sa voiture. Pendant l'hivernage, il évite de fréquenter les rues de la cité pour préserver sa voiture.
mais gis nga bu tawee côté bi yëpp dañ koy éviter parce que bu tawee ndoxu foncé yëpp dafay génn. Je suis un taximan, mais pendant l'hivernage, j'évite de fréquenter cette zone à cause des cratères qui se forment sur la route. Je dois préserver l'état de ma voiture. Même si on me paye beaucoup d'argent, je ne conduirai pas ici. da ngay éviter bu baax fii moom client lu mu la fay doo fi mën dugg parce que pax yi moo tax xam nga bu tawee bu amee pax nii si tali bi ndox mi da koy muur yow doo gis sinon da ngay ñëw xuus si mu yàq sa cratère wala mu yàq organe yi. À la cité Keur Gorgui, habitants et travailleurs s'indignent de voir les rues en très mauvais état pendant l'hivernage à cause du manque d'assainissement. La sonnette d'alarme est donc bel et bien tirée. Et ce n'est pas la première fois. Reportage signé Aïssatou Ka. L'éducation pour tous les enfants en Afrique, l'heure est enfin arrivée. Il s'agit là d'un thème qui a réuni les acteurs de la protection de l'enfance à Guédiawaye. L'ambition est surtout d'accompagner les enfants issus des familles démunies vers la réussite scolaire et de les protéger contre toute forme de violence. Une initiative de l'ONG Association des jeunes pour le développement du parti PASTEF et ses partenaires. Suivant les précisions avec Mamadou Lamine Fati. L'éducation pour tous les enfants en Afrique, l'heure est arrivée. C'est le thème développé par les acteurs de la protection pour l'amélioration de la situation sociale des enfants de Guédiawaye. Parmi ces droits les plus fondamentaux, il y a le droit à l'éducation. Et dans le droit à l'éducation, c'est promouvoir véritablement les enfants à l'éducation, faire en sorte que les enfants puissent accéder. Donc il y a l'accès, mais aussi il y a la gestion, parce que nous faisons aussi bien l'accès, la gestion, mais aussi la qualité, nous travaillons sur la qualité. Accompagner les enfants issus de familles démunies à réussir dans les études est le vœu des organisateurs de cette activité. Aussi qui dit protection des enfants, véritablement, droit de l'enfant, nous tenons aussi compte du droit à la protection. C'est pour cela que nous veillons dans nos campagnes de sensibilisation et dans nos activités de sensibilisation, parce que nous faisons des causeries, et dans ces causeries, nous insistons beaucoup sur la dangerosité de la plage de Guédiawaye. Parce que quoi qu'on puisse dire, chaque année nous recensons beaucoup de cas de noyade. Et c'est pour cela que nous insistons sur cet aspect, pour sensibiliser aussi bien les parents, mais aussi les enfants pour la dangerosité de la plage, éviter autant se faire se peut d'aller à la plage. Et pour cela, nous organisons des camps de vacances. Les partenaires au développement plaident pour que les autorités soutiennent les organisations communautaires de base. C'est surtout soutenir ces organisations locales, déjà qui font un excellent travail sur le terrain, et leur dire aussi que l'éducation est une compétence qui est transférée. Permettre aux enfants de réussir à l'école et en même temps les protéger contre toute forme de violence en les sensibilisant et les occupant durant les vacances est le cheval de bataille de l'ONG AJD PASTEF dans la banlieue. Les ferrailleurs sénégalais et le ministère du Commerce et de l'Industrie en conflit ouvert. La pomme de discorde, l'attribution des licences d'exportation de produits ferreux et non ferreux au Sénégal. Les acteurs du secteur face à la presse ont ainsi tiré la sonnette d'alarme. Selon eux, la matière première est en train de quitter le pays alors que les industries sénégalaises en ont fortement besoin. Les précisions, c'est avec El Hadj Modou Pen. Il est le représentant des propriétaires de dépôts agréés pour l'exportation. On nous a convoqués aujourd'hui pour vraiment étudier des demandes de licence d'exportation. Mais le comité a refuté cette demande et on demande sincèrement, solennellement, le ministre du Commerce, le docteur Serigne Gueye Diop, vraiment avant de prendre aucune décision concernant le secteur de la ferraille, au moins qu'il se concerte avec les acteurs du secteur. Parce qu'on avait commencé un travail déjà avec le gouvernement passé, mais actuellement, depuis son arrivée, on n'a pas eu de rencontre avec le nouveau ministre pour lui expliquer les tenants et les aboutissants du secteur pour une meilleure organisation. Actuellement au Sénégal, il y a près de 10 industries qui sont déjà installées et pas mal de Sénégalais actuellement investissent dans le secteur pour ouvrir des industries. C'est pourquoi nous invitons le nouveau ministre du Commerce à vraiment nous tendre la main, comme on lui a tendu la main, pour qu'on ait des séries de rencontres pour mieux organiser et harmoniser les effets du secteur. Vraiment, c'était ça notre cri du cœur. Aujourd'hui, on nous avait convoqués pour sortir des licences. Et vraiment, si ces licences sortent si ces licences vraiment sortent, ça va créer encore beaucoup de désordre dans le secteur. Et on a vraiment peiné
pour arriver à ce stade. C'est pourquoi on l'invite vraiment qu'il y ait une rencontre avec les ferrailleurs et les industriels sénégalais pour qu'on puisse discuter et voir comment arrondir les effets du secteur. Et puis à Matam, les acteurs du secteur agricole et les autorités territoriales ont procédé au lancement officiel du programme Vacances agricoles. La ferme Seguiné Douda de Boki-Diawé, le lieu choisi pour abriter le programme. Et puis dans ce cadre, 50 jeunes seront recrutés, assurent les autorités locales. Amadou Mardiallo pour nous en dire un peu plus. Le programme des vacances agricoles est officiellement lancé à Matam. La ferme Segui Douda de Boki-Diawé a été choisie pour abriter le programme. En présence des autorités agricoles et territoriales, les jeunes se sont mobilisés pour la remise des intrants. Le sous-préfet de Ogo, Ibrahim Fall, est revenu sur les objectifs visés. L'objectif de cette année est de créer pendant les grandes vacances de véritables entrepreneurs agricoles. L'exploitation agricole à travers les fermes qui serviront de cadre pour fixer les jeunes dans leur territoire, lutter contre l'immigration clandestine, accentuer la résilience, lutter contre la pauvreté. Cette première année, Boki-Diawé a eu la chance quand même d'être choisi. Ce choix n'est pas fortuit car nous savons que la commune de Boki-Diawé est une commune quand même qui excelle en matière, en tout cas, d'agriculture. L'inspecteur de la jeunesse Tambali, après avoir magnifié le programme, compte sur l'appui technique de l'ANIDA. C'est un projet pour les jeunes. On privilégie aussi de faire. Et pédagogiquement, nous vous invitons aussi à accompagner ces jeunes et leur apprendre au moins pour certains qui n'ont pas certains comportements liés à l'agriculture. Et je sais que, comme l'a dit, j'ose espérer, avec l'appui technique du DRDR, de l'ANIDA, cela pourrait vraiment réussir. Les jeunes, par la voix de son représentant Ibrahim Ndianor, se disent prêts à porter le programme. C'est ce qu'on attendait d'eux, c'est-à-dire les vacances agricoles, on a choisi la commune de Boki-Diawé, qui est une fierté pour nous, pour moi en tant que président du conseil de la jeunesse. Et vraiment, nous accueillons cela avec plaisir. Et Inch'Allah, nous allons les accompagner aussi à réaliser ce projet dans la commune de Boki-Diawé. Pour cette phase pilote, 50 jeunes vont être recrutés pour animer les fermes agricoles Segui Douda de Boki-Diawé avec l'appui technique de l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole et la direction régionale du développement rural. Parlons d'un autre projet, PEA Discom, dont l'ambition est la distribution et la commercialisation des produits locaux au Sénégal. Il a été sélectionné dans le cadre de la première édition du programme Partenariat académique Afrique-France, porté par l'Université Iba Der Thiam de Thiès et l'Université de Lille. Il vise ainsi à structurer une filière de formation professionnalisante, dispensée de la licence au doctorat en sciences de gestion. Le Sénégal fait toujours face à une forte demande en formation supérieure dans ce domaine d'ailleurs, nous dit hier en tout cas, c'était hier en conférence de presse, nous dit donc le professeur Mbaye Fall Diallo de l'Université de Lille. Nous l'écoutons au micro de Cheikh Tidiane Djoufa. Et sur la fixation du prix, on a vraiment mis le focus sur la fixation par la demande. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises qui fixent le prix vont fixer ce prix-là sur la base de l'offre. Ça veut dire en fait, on va faire des analyses de coûts pour faire les calculs. Mais sauf qu'en fait, dans ce cas-là, on ne tient pas compte du pouvoir d'achat du client. Alors qu'en fait, le produit doit être vendu en tenant compte du pouvoir d'achat du client. D'où l'importance en fait de la fixation du prix par la demande. Donc ça, c'est vraiment le deuxième sous-point de la deuxième journée en fait. Donc c'était hier. Et ensuite, les étudiants sont passés à la pratique, puisqu'ils ont créé, dans un intervalle de temps assez restreint, puisque sur un après-midi, voilà, ils ont pu travailler sur des projets de création de produits locaux. Ça veut dire qu'en fait, je les ai divisés en fait dans 5 groupes, et chaque groupe devait réfléchir sur un projet. J'ai eu des groupes qui ont fait des projets sur le bissap, j'ai eu des groupes qui ont travaillé sur le mil, j'ai eu des groupes qui ont travaillé sur la mangue, etc. Mais vraiment sur comment en fait développer ces produits-là, et ils ont pu en fait finalement, malgré en fait l'intervalle de temps qui est assez limité, ils ont pu franchement venir en fait avec des solutions assez opérationnelles et avec en fait un travail qui était vraiment satisfaisant, très sincèrement. Et je les félicite en fait de ce travail-là qui a été fait dans un intervalle de temps en fait restreint. Et enfin, sur la dernière séquence du module, c'était sur la communication et la promotion. C'est très important d'avoir un produit, c'est très important de fixer son prix, mais si on ne communique pas sur le produit, il n'y a personne qui est au courant en fait de l'existence du produit, il n'y a personne qui achète. D'où l'importance en fait de la communication et de la promotion. Et là, on est allé en fait analyser les techniques de communication, à la fois la communication média, radio, télé, etc., la communication hors média,
le mécénat, le parrainage, les techniques de communication alternatives. Donc toutes ces techniques-là, en fait, on les a analysées. Et ensuite, on est allé regarder en fait les techniques promotionnelles. Ça veut dire qu'en fait, quand vous avez un produit, comment faire pour que ce produit-là puisse se vendre assez rapidement. Et puis le préfet du département de Kolda ne veut plus de chevauchement entre le calendrier scolaire et les activités de vacances, notamment le championnat de football populaire appelé au Sénégal Navétane. Tout doit s'arrêter avant le 31 octobre prochain, prévient l'autorité administrative. Une décision qui fait l'objet de contestations. Parmi les raisons avancées par les opposants, la région de Kolda ne dispose que d'un seul stade répondant aux normes. Les précisions, c'est dans ce dossier signé Seydou Diatta. Le championnat populaire communément appelé Navétane va connaître un agenda plus court que d'habitude. Si l'on se fie aux injonctions de l'autorité préfectorale, tout doit s'arrêter avant le 31 octobre prochain. Sauf que Kolda ne semble pas réunir toutes les conditions pour relever le défi. Quand dans toute une région, on a un seul stade qui répond aux normes, donc vous comprendrez aisément que les difficultés que le gestionnaire, même le directeur, va rencontrer dans son exploitation. Quand on a une seule infrastructure au niveau de Kolda, ça veut dire que le stade sera surexploité. Donc je pense que la seule solution qui peut nous aider, c'est de trouver un stade municipal pour au moins désengorger le stade régional de Kolda. On peut manquer de tout en sport, sauf l'infrastructure sportive. C'est le nœud donc développement du sport. En dépit du manque d'infrastructures sportives, entre autres difficultés notées dans le secteur, la prolifération des écoles de football avec son lot de problèmes parmi lesquels la formation et l'endémique problème lié à l'enregistrement à l'état civil. Cette année, on est passé de 13 à 21 écoles de football dans la commune, donc d'une cinquantaine dans la région. Parce qu'aujourd'hui, le ballon se joue un peu partout, dans les coins les plus reculés. Mais malheureusement, nous sommes confrontés à des difficultés énormes. Parce que pour être un footballeur international, il te faut forcément avoir des documents administratifs. C'est l'extrait de naissance, c'est la pièce d'identité, c'est le passeport. Donc c'est pourquoi nous lançons un appel aux parents. Pour une fois, la presse et les autorités en charge des infrastructures sportives et du sport à l'échelle régionale unissent les efforts pour porter le plaidoyer après diagnostic du secteur. C'est vrai que depuis longtemps, nous étions dans l'alerte des enquêtes et autres, des couvertures. Mais actuellement, nous nous inscrivons dans une dynamique de changement de paradigme, d'être vraiment un acteur de développement, et cela en ayant en bandoulière ce qu'on appelle le journalisme de développement, le journalisme de solution. Nous serons beaucoup plus sur le terrain pour des visites de presse, programmer des rencontres avec les acteurs afin d'identifier les problèmes auxquels les populations sont confrontées et faire des productions qui porteront le plaidoyer afin de trouver ensemble des solutions. Chaque année, le calendrier des activités de vacances connaît un chevauchement avec l'agenda pour la rentrée des classes. La presse locale entend jouer pleinement sa partition dans la sensibilisation pour éviter toute collision entre les activités de vacances et la rentrée des classes. Élément donc qui marque le coup de sifflet final de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée. Excellente suite des programmes en compagnie de la télévision d'ici et d'ailleurs. Bonne soirée.